Il y a des énigmes que le temps refuse de livrer. Des secrets enterrés, non pas sous des tonnes de poussière ou dans des archives oubliées, mais à la vue de tous, sous nos yeux, défiant la logique, l'histoire et même la science. Pourquoi certaines civilisations ont-elles disparu sans laisser de traces? Qui étaient réellement les mystérieux constructeurs de structures si parfaites qu'on peine encore à les reproduire aujourd'hui? Et comment expliquer ces messages codés, ces disparitions, ces artefacts qui n'auraient jamais dû exister à l'époque où ils sont apparus? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage unique, à travers 5 mystères historiques, jamais résolus malgré les siècles d'enquête, les avancées technologiques et les plus grands esprits de notre humanité. Ce que vous allez découvrir va non seulement remettre en question certaines de vos certitudes, mais pourrait bien changer à jamais votre perception du passé. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à frissonner, à vous émerveiller, et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car le 5e mystère est si troublant qu'il a été volontairement écarté des manuels scolaires pendant des générations. Si ce genre de voyage dans les profondeurs du savoir et du mystère vous passionne, abonnez-vous à la chaîne Mystère et Savoir, likez la vidéo pour soutenir ce travail et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations à couper le souffle. C'est bien plus qu'une vidéo. C'est un appel à ceux qui, comme vous, ne se contentent pas des versions officielles. Bienvenue dans l'inexplicable, bienvenue dans l'inoubliable, bienvenue sur Mystère et Savoir. Octobre 1912. Dans une villa jésuite désaffectée au nord de Rome, un libraire d'origine polonaise nommé Wilfried Voynich fouille des caisses poussiéreuses contenant des parchemins anciens. Il ne sait pas encore qu'il vient de mettre la main sur l'un des objets les plus étranges de l'histoire humaine. Un manuscrit, relié en peau de veau, d'apparence médiévale, orné de dessins insolites et recouvert d'une écriture qui ne ressemble à rien de connu. Aucun alphabet, aucune langue identifiable. Et pourtant, le texte semble cohérent, structuré, réparti en chapitres, organisé avec rigueur. Un langage inconnu, une écriture impossible à décrypter, des illustrations aussi étranges qu'hypnotiques. Voynich comprend tout de suite qu'il tient là une énigme. Il l'emporte avec lui. Ce n'est pas un livre, c'est un appel au mystère. Depuis plus de 100 ans, des milliers de cryptographes, linguistes, historiens et amateurs de l'étrange se sont attaqués aux manuscrits de Voynich. Aucun n'est parvenu à en percer le sens. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. L'armée américaine elle-même, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a mobilisé des déchiffreurs de haut niveau, les mêmes qui avaient cassé les codes nazis. Tous ont échoué. Alan Turing s'y serait intéressé. L'université de Yale le conserve aujourd'hui, sous la cote MS-408. Il a été scanné, analysé, chaque caractère a été mesuré, chaque répétition comptée, chaque structure comparée. Et toujours le même verdict, ça ressemble à une langue, mais ça n'en est pas une. Le texte contient plus de 170 000 caractères, répartis dans un alphabet mystérieux de 20 à 30 symboles. Mais contrairement à un charabia aléatoire, la structure est logique. Il y a des règles, des mots qui reviennent, des formes grammaticales répétées, des débuts et des fins de paragraphes respectés. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait inventé un système de communication parfaitement inconnu du reste du monde. Mais ce n'est pas seulement le texte qui intrigue. Ce qui fascine, c'est surtout l'iconographie. Les illustrations sont divisées en plusieurs sections que les chercheurs ont tenté de classifier. La section botanique, qui représente des plantes, sauf qu'aucune n'est identifiée. Certaines rappellent vaguement des espèces connues, mais d'autres semblent inventées, hybrides, issues d'une flore totalement étrangère à notre planète. La section astronomique, où l'on trouve des constellations bizarres, des cercles zodiacaux, des étoiles à 9 ou 12 branches, et des structures orbitales qui ne correspondent pas à notre ciel. La section balnéologique, sans doute la plus déroutante, elle montre des dizaines de femmes nues, immergées dans des sortes de tubes, de bassins, de machines évoquant une technologie inconnue. Certaines semblent interconnectées par des canaux, comme si elles faisaient partie d'un grand système organique. La section pharmacologique, enfin, où sont représentés des fioles, des bocaux, des alambics d'un autre âge,
avec des inscriptions ésotériques, comme si le manuscrit était un traité alchimique extraterrestre. Chaque page est un puzzle, chaque illustration une énigme. Depuis sa découverte, le manuscrit de Voynich a été attribué à tout et n'importe quoi. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular de la Renaissance, une supercherie destinée à tromper les érudits de l'époque. Mais cette théorie ne tient pas. La régularité statistique du texte est trop parfaite. Il aurait fallu des années, voire des décennies, pour composer un faux aussi complexe. Et pour quel bénéfice? D'autres avancent que le manuscrit aurait été écrit dans une langue oubliée, ou codé selon une méthode inconnue. On a évoqué un dialecte des Cathares, un langage inventé par Roger Bacon, voire une écriture d'origine extraterrestre transmise à des moines du XVe siècle. Certains chercheurs ont même suggéré que l'auteur du manuscrit n'était pas humain. Et si le manuscrit n'était pas destiné à être lu par nous? Et si, au fond, c'était une archive de l'inexpliqué, un fragment d'un savoir oublié, tombé par hasard entre nos mains? Les analyses scientifiques n'ont rien révélé de suspect, mais beaucoup d'étrange. Le carbone 14 a daté le parchemin entre 1404 et 1438. Mais cela ne veut rien dire. Il est possible que l'auteur ait utilisé un vieux support. L'encre, elle, semble contemporaine de la même époque, mais n'est associée à aucun style connu. Les pigments utilisés pour les couleurs, quant à eux, étaient disponibles en Europe médiévale. Mais l'usage qu'on en fait dans le manuscrit ne correspond à aucune tradition artistique ou médicale connue. Et surtout, aucun autre texte, nulle part sur Terre, ne ressemble au manuscrit de Voynich. Il est seul, isolé, sans ancêtre ni descendant. Un livre sans passé et sans futur. Ces dernières années, l'intelligence artificielle s'est attaquée au mystère. Des algorithmes ont été nourris de centaines de langues humaines pour tenter de rapprocher le contenu du manuscrit d'un langage connu. Résultat? Rien de concluant. Pire encore, certains modèles ont conclu que le texte semblait trop parfait pour être le fruit du hasard et trop unique pour être d'origine humaine. En 2018, une équipe de l'Université d'Alberta a proposé une piste. Selon eux, le manuscrit aurait été écrit en hébreu codé et simplifié. Mais les traductions proposées étaient si vagues et aléatoires que la communauté scientifique a rejeté l'hypothèse. Personne ne sait. Et peut-être, personne ne saura jamais. Le manuscrit de Voynich, en vérité, est un miroir. Un miroir tendu à notre orgueil, à notre certitude que tout peut être expliqué. Et pourtant, il est là, physique, visible, tactile, réel, mais totalement, irrémédiablement, incompréhensible. Des civilisations ont disparu, des langues ont été reconstruites, des codes de guerre ont été brisés, mais ce petit livre étrange, découvert par hasard il y a plus de 100 ans, résiste à toutes les tentatives. Et tant qu'il n'aura pas livré ses secrets, il restera l'un des plus grands mystères de l'histoire. Nous sommes en 1587. Sur la côte est du Nouveau Monde, dans l'actuelle Caroline du Nord, un groupe de 117 colons anglais, hommes, femmes, enfants, vient s'établir sur l'île de Roanoke. C'est l'une des toutes premières tentatives anglaises de colonisation de l'Amérique. Sous la gouvernance de John White, un artiste et cartographe mandaté par la reine Elizabeth I et par Sir Walter Raleigh, la colonie est un symbole d'ambition. L'Angleterre veut s'implanter en Amérique, rivaliser avec l'Espagne, dominer l'Atlantique. Mais rien ne se passe comme prévu. Les relations avec les tribus autochtones sont tendues. Les ressources s'amenuisent. Les colons supplient White de retourner en Angleterre, chercher des vivres et du renfort. Il accepte. Il promet de revenir au plus vite. Mais lorsqu'il revient 3 ans plus tard, en 1590, la colonie est vide. Pas un corps, pas une trace de lutte, aucune sépulture, aucune lettre, aucun message, sauf un seul mot, gravé sur un poteau, Croatoan. Que signifie ce mot? Est-ce un nom de code? Un cri d'alerte? Un message de détresse? Croatoan est le nom d'une île située plus au sud, connue aujourd'hui sous le nom d'Hatteras Island, où vivait la tribu amérindienne des Croatoans, parfois pacifiques, parfois hostiles. Mais pourquoi aucun colon ne serait venu à la rencontre de John White lors de son retour? Pourquoi personne n'a-t-il laissé d'indications claires? Et surtout, où sont les corps? La seule chose certaine,
c'est que la colonie s'est volatilisée sans laisser de traces. Des dizaines de théories ont été proposées pour expliquer cette disparition. 1. Assimilation par les tribus locales. Peut-être que les colons, affamés, désespérés, se sont mêlés aux indigènes. Certains récits ultérieurs évoquent des tribus amérindiennes aux yeux clairs ou des dialectes mêlés d'anglais. Mais aucune preuve irréfutable ne confirme une telle intégration. 2. Massacre silencieux. Certains historiens pensent que la colonie aurait été attaquée par des tribus hostiles, ou même par des Espagnols, ennemis de l'Angleterre à cette époque. Mais là encore, pas une trace de combat, pas un squelette, pas une ruine. 3. Fuite dans les terres. Et si les colons, face aux tempêtes, à la faim, avaient décidé de fuir à l'intérieur des terres? Des expéditions ultérieures ont fouillé forêts, marécages, villages, sans résultat. 4. Une catastrophe surnaturelle. Certains parlent de malédiction, de disparition soudaine, inexpliquée, comme si un voile de réalité avait été arraché à l'histoire. Une colonie entière, engloutie dans l'oubli. Il y a des détails troublants, des indices qui ne collent à aucune explication rationnelle. John White avait laissé des consignes. En cas de danger, les colons devaient engraver une croix de Malte sur un arbre. Il n'a trouvé aucune croix. Et pourtant, sur un second arbre, on retrouve une autre inscription. CRO. Était-ce une tentative de graver un second mot? Un message interrompu? Ou simplement le début de Keroatoan, que d'autres auraient fini ailleurs? Des décennies plus tard, des récits rapportent la présence de symboles européens sur des poteries autochtones, des hommes blancs, vus dans l'arrière-pays, des mots anglais retrouvés dans des légendes orales. Mais tout cela reste brumeux, incertain, invérifiable. L'affaire prend une tournure quasi mystique. Roanoke devient la colonie fantôme, le premier grand mystère américain, le point noir de l'histoire coloniale anglaise. Une page blanche dans les archives, une mémoire collective qui s'est effacée d'un seul coup. En 1607, soit 20 ans plus tard, lorsque les Anglais fondent enfin une colonie durable à Jamestown, le souvenir de Roanoke hante chaque décision. La peur d'une disparition totale, d'un effacement dans la forêt, est omniprésente. Roanoke devient une obsession. Et ce mot, Croatoan, un symbole de mystère absolu. Il réapparaîtra dans la culture populaire, dans les romans, les séries et même sur le lit de mort de certains écrivains comme Edgar Allan Poe, qui aurait murmuré ce mot avant de mourir. Des fouilles archéologiques ont été menées à Hatteras Island, à l'endroit même où les Croatoans vivaient. Des artefacts européens y ont été retrouvés. Poignards, fragments de tissus, pièces de monnaie. Mais les datations restent floues. Étaient-ce vraiment ceux de la colonie disparue? Ou des objets issus d'un autre échange? En 2012, un chercheur remarque un symbole étrange sur une vieille carte dessinée par John White. Une sorte de fort, dessiné à l'encre invisible sous une couche de correction. Était-ce un emplacement secret? Un refuge? Des fouilles sont entreprises. Elles ne donnent rien de concluant. Au final, le mystère de Roanoke reste total. Ni documents, ni témoins, ni restes humains. Rien. Sauf ce mot. Croatoan. C'est peut-être ça, la définition même du mystère historique. Un vide où tout semble possible. Un gouffre dans lequel les théories se jettent, sans jamais en ressortir avec une certitude. La colonie perdue de Roanoke est un avertissement. Une trace laissée par l'histoire pour rappeler que même dans le monde moderne, des groupes entiers d'êtres humains peuvent disparaître, sans qu'on ne sache jamais pourquoi. Le 17 mai 1901, au large de l'île grecque d'Anticythère, des pêcheurs d'éponges remontent une découverte étrange des profondeurs de la mer Égée. Une épave, des statues brisées, des amphores antiques. Et au milieu de ces trésors, une masse informe, noircie par la rouille, encroûtée de corail. Personne ne s'attarde. Ce n'est qu'un morceau de bronze fondu, pense-t-on. Et pourtant, ce morceau va devenir l'un des plus grands mystères technologiques de l'histoire. On l'appelle aujourd'hui le mécanisme d'Anticythère. Un artefact vieux de plus de 2000 ans. Un objet si avancé qu'il semble anachronique. Une fois nettoyé et examiné,
Ce bloc de métal révèle des rouages, des engrenages, des inscriptions gravées dans le bronze. Les archéologues restent sans voix. C'est une machine, une mécanique complexe. Problème ? On est en 1901. Et cette machine a été conçue à l'époque de la Grèce antique, vers 150 avant Jésus-Christ. À cette époque, les historiens pensaient que l'humanité en était encore à des calculs rudimentaires. Pourtant, ce mécanisme dépasse tout ce qu'on croyait possible. Il contient au moins 37 engrenages de précision, un niveau de sophistication qu'on ne retrouvera qu'au XIVe siècle, avec les premières horloges astronomiques européennes. Comment expliquer une telle avance ? Il faudra attendre les années 1950 pour que le physicien britannique Derek de Sola Price commence à l'étudier sérieusement. Il comprend que ce n'est pas un simple outil. C'est une machine à calculer les positions des astres. Grâce à une manivelle, l'utilisateur pouvait simuler les mouvements du Soleil, de la Lune, et peut-être même de certaines planètes, prévoir les éclipses, suivre les cycles lunaires et mesurer le passage du temps selon plusieurs calendriers. En somme, un ordinateur analogique antique. En 2005, un nouveau cap est franchi. Une équipe internationale d'experts utilise des scanners à rayons X à haute résolution pour pénétrer à l'intérieur de l'objet sans le détruire. Ce qu'ils découvrent est ahurissant. Des dizaines de rouages miniatures, certains avec des dents de moins de 1 mm, parfaitement taillés. Des inscriptions minuscules en grec ancien, comme un manuel d'utilisation. Des systèmes d'engrenage différentiels qu'on pensait inventer plus de 1000 ans plus tard. Et surtout, un degré de précision mathématique et mécanique inimaginable pour l'époque. Grâce à ces analyses, les chercheurs comprennent que le mécanisme d'Anticythère pouvait prédire les phases lunaires, simuler les cycles planétaires, afficher un calendrier égyptien, suivre les Jeux olympiques, et même prédire les éclipses solaires et lunaires, avec une exactitude remarquable. C'est un véritable GPS céleste, destiné à modéliser le cosmos. Et le plus incroyable ? Il semble basé sur un modèle héliocentrique. La Terre ne serait pas au centre. Autrement dit, quelqu'un, dans l'Antiquité, savait que le Soleil est au centre du système, des siècles avant Copernic. Et là, tout devient vertigineux. Qui, à cette époque, possédait une telle connaissance de la mécanique, des mathématiques, de l'astronomie ? Certains pensent à Hipparque de Nicée, le grand astronome grec, contemporain du mécanisme. D'autres évoquent Archimède, mais aucun texte de l'époque ne mentionne une machine aussi sophistiquée. Aucun autre artefact de cette nature n'a été retrouvé. C'est un objet unique, comme s'il venait d'une autre civilisation, d'un savoir perdu, d'une école secrète, oubliée par le temps. Et si le mécanisme d'Anticythère n'était que la partie visible d'un iceberg ? Et si d'autres machines de ce genre avaient existé, mais avaient été détruites ou tenues secrètes par des cercles initiés ? L'Antiquité a connu bien des incendies, comme celui de la bibliothèque d'Alexandrie. Que savons-nous réellement de ce qui a été effacé ? Et surtout, comment expliquer qu'aucune machine de complexité équivalente n'apparaisse pendant plus de 1000 ans après ? La technologie du mécanisme semble être un sceau quantique, qui ne sera jamais réédité avant la Renaissance. Pourquoi ? Comme pour tout mystère historique, les hypothèses les plus étranges ne manquent pas. Certains y voient la trace d'une civilisation antédiluvienne plus ancienne que la Grèce, qui aurait légué son savoir à quelques initiés. D'autres évoquent des contacts extraterrestres, expliquant la perfection astronomique de l'engin. D'autres encore parlent d'un savoir gardé secret par des sociétés mystérieuses, comme les pythagoriciens ou les prêtres d'Héliopolie. Mais aucune de ces théories ne peut être prouvée. Elles alimentent simplement le mythe. Et pendant ce temps, le mécanisme repose toujours au Musée archéologique national d'Athènes, muet, intact et incompris. Le mécanisme d'Anticythère est plus qu'un mystère. C'est un message, transmis depuis un lointain passé. Il nous dit que l'humanité a déjà atteint des sommets, avant de les oublier. C'est un rappel troublant que le progrès n'est pas linéaire, que le savoir peut être perdu, que des siècles d'obscurité peuvent suivre des éclats de génie. Il nous dit que le passé est plus complexe que ce qu'on imagine, que derrière chaque pierre antique, chaque fragment rouillé, il peut y avoir une technologie, une vérité, un mystère.
Il repose dans une salle sécurisée de la bibliothèque Beinecke de l'université de Yale. À l'abri de la lumière, enfermé dans une vitrine blindée. Ce n'est pas un grimoire ancien. Ce n'est pas une Bible oubliée. Ce n'est pas un journal de savant. C'est un livre que personne n'a jamais réussi à lire. Un manuscrit écrit dans une langue inconnue, rédigé dans un alphabet qui n'existe nulle part ailleurs, accompagné de dessins de plantes imaginaires, de femmes nues plongées dans des bains alchimiques et de cartes d'astres jamais vues dans le ciel. Ce livre a un nom, et ce nom est devenu une légende. Le manuscrit de Voynich. Un collectionneur de livres anciens nommé Wilfried Voynich, polonais installé à Londres, fouille dans les archives poussiéreuses de la Villa Mondragone, en Italie. Il y découvre un vieux coffre, et à l'intérieur, un manuscrit étrange, illustré, sans titre. La couverture est de cuir. L'encre est ancienne. Dès qu'il l'ouvre, il comprend qu'il tient quelque chose de hors du commun. Ni latin, ni grec, ni hébreu. Les caractères n'appartiennent à aucun alphabet connu. Et pourtant, la structure du texte ressemble étrangement à une langue codée. Voynich achète le manuscrit. Il passe les dernières années de sa vie à tenter d'en percer le secret. Il mourra sans jamais en comprendre un seul mot. Le manuscrit de Voynich contient environ 240 pages, remplies de symboles calligraphiés. Ces symboles qu'on appelle aujourd'hui voynichaises semblent obéir à des règles linguistiques cohérentes. Certains mots reviennent, des motifs se répètent, des suffixes apparaissent, des structures grammaticales se forment. Mais malgré plus d'un siècle d'études, aucun linguiste, historien, ni cryptographe n'a pu identifier la langue ou le code utilisé. Même les experts en déchiffrement de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont cassé les codes allemands de l'Enigma, ont échoué face au manuscrit. Certains y ont vu un langage extraterrestre. D'autres pensent qu'il s'agit d'un savant canular médiéval. Mais là encore, il y a un problème. Si c'est un faux, alors il est trop parfait. Le manuscrit est divisé en 6 sections principales, chacune illustrée de dessins troublants. La section botanique montre des centaines de plantes, mais aucune n'est identifiable. Pas une seule ne correspond aux espèces connues. La section astronomique présente des constellations étranges, avec des soleils et des lunes, et des diagrammes circulaires qui ne correspondent à aucun zodiaque connu. La section balnéologique ou biologique montre des femmes nues, immergées dans des bassins, reliés par des tubes comme des vaisseaux sanguins ou des conduits d'énergie. La section pharmacologique semble décrire des recettes, des potions, des mélanges à base de plantes imaginaires. Et enfin, une section textuelle, dense, sans aucune illustration, comme une sorte de codex final. Chaque partie intrigue, chaque image dérange. Le manuscrit semble conçu pour confondre, comme s'il portait en lui un secret interdit. Pendant des décennies, on a douté de l'authenticité du manuscrit. Était-ce un faux? Une farce intellectuelle? Un pur exercice de calligraphie médiévale? Mais en 2011, l'analyse au carbone 14 démolit toutes les théories du canular moderne. Le vélin, autrement dit le parchemin, date de 1404 à 1438. Le manuscrit est donc vraiment médiéval. L'encre, elle aussi, est compatible avec les procédés utilisés au XVe siècle. Ce n'est donc ni une invention moderne, ni une mystification récente. Quelqu'un, au XVe siècle, a passé des années entières à écrire un livre complexe, illustré, codé, dans une langue que personne d'autre ne parlait. Pourquoi? Les plus grandes intelligences se sont heurtées au mystère Voynich. Alan Turing, le génie de la cryptographie, s'y est intéressé. La CIA, dans les années 1950, a tenté de le décoder sans succès. Des intelligences artificielles modernes ont analysé les structures du texte et constaté qu'il obéit à des règles linguistiques naturelles, comme une vraie langue. Mais toujours aucune traduction. Et cela malgré l'essor du machine learning, de la reconnaissance de motifs et des modèles linguistiques avancés. À ce jour, le manuscrit de Voynich reste totalement illisible. Les hypothèses pullulent, souvent aussi déroutantes que le manuscrit lui-même. Certains pensent qu'il s'agit d'un livre alchimique, dont le code ne peut être brisé que par l'initié. D'autres évoquent un grimoire hermétique,
contenant la cartographie d'un univers parallèle. Une théorie audacieuse propose que ce soit un livre dicté sous hypnose, comme une écriture automatique provenant d'une conscience autre. Certains ésotéristes assurent que ce livre a été écrit par une intelligence non humaine, ou qu'il serait une mémoire atlante, dissimulée dans un code temporel. Mais aucune de ces idées ne repose sur des preuves solides. Elles reflètent seulement l'abîme de mystère qui entoure l'objet. Et si le manuscrit de Voynich n'était pas destiné à être lu? Et si c'était un artefact rituel, une œuvre de contemplation, un outil d'activation mentale? Un livre capable de réveiller des symboles enfouis dans l'inconscient? Ou pire, un livre maudit? Un savoir trop ancien, trop dangereux, trop pur pour être révélé? À chaque page, il semble nous dire « Tu n'es pas prêt ». Imaginons un instant que le manuscrit de Voynich soit un survivant, le dernier vestige d'une civilisation oubliée, d'un ordre secret ou d'une connaissance venue d'ailleurs, et que d'autres manuscrits, codés eux aussi, soient cachés dans le monde, dans des monastères oubliés, sous les sables ou derrière les murs des grandes bibliothèques nationales. Le manuscrit de Voynich n'est peut-être pas un mystère isolé, il est peut-être une clé. Nous avons traversé ensemble les méandres des plus grands mystères historiques non résolus, les disparus de Roanoke, le masque de fer, le mécanisme d'Anticythère et le manuscrit de Voynich. À chaque fois, l'histoire nous confronte à ces zones d'ombre, à ces énigmes trop anciennes, trop profondes, trop dérangeantes pour qu'on puisse y répondre simplement. Ces mystères ne sont pas de simples curiosités, ils sont les failles dans le récit officiel, les interstices par lesquels la vérité se glisse, parfois en silence. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un vieux livre dans un grenier, une pierre gravée dans une forêt, une carte ancienne oubliée, souvenez-vous, certains secrets refusent d'être oubliés. Ils attendent. Ils vous attendent. Et voilà, vous êtes arrivés jusqu'ici. Jusqu'au bout de ce voyage à travers les mystères les plus profonds, les plus anciens, et peut-être les plus dérangeants de notre histoire. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez cette curiosité rare, ce feu intérieur, cette soif de savoir et de vérité qui traverse les âges. Ce genre de curiosité qui ne se satisfait pas de ce qu'on lui raconte, mais qui cherche, creuse, questionne, et pour ça, merci, sincèrement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, de voyager avec nous à travers ces énigmes non résolues. Ces mystères sont bien plus que de simples histoires. Ce sont des fenêtres sur l'inconnu, des appels lancés à ceux qui osent regarder au-delà du voile. Merci pour votre attention, votre fidélité et votre présence. Si cette vidéo vous a intrigué, émerveillé ou même troublé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Car, croyez-moi, ce n'était qu'un début. Ici, sur Mystère et Savoir, l'ombre et la lumière se rencontrent, et chaque épisode vous emmène un peu plus loin dans l'invisible, l'inexplicable, et parfois même l'inavouable. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire cachée du monde.